scoop, je vais voter Jacques Chirac. Vous appelez donc un sursaut républicain. J'appelle personne, moi je voterai Jacques Chirac. Les 7 ans d'enquête sur l'affaire des HLM de la mairie de Paris se concluent sur un échec personnel cuisant pour Éric Alphen, qui va tenter de se dédouaner dans son livre 7 ans de solitude. Un livre où il insiste sur les nombreux obstacles qu'il a rencontrés dans son instruction, à commencer dès 1994, par l'affaire Schuller-Maréchal où on a tenté de le discréditer en utilisant son beau-père. Au-delà de cette affaire, il décrit un climat oppressant où il a eu peur car il se savait filmer, photographier, écouter. Un climat qui n'a cependant rien d'exceptionnel dans ce genre d'affaires. Il faut quand même dire que d'autres magistrats ont subi d'énormes pressions. Eva Joly a eu des menaces de mort, Laurence Luchescu également dans leur instruction sur Elf. Renaud Van Ruymbeck, il y a 10 ans, avait été quand même accueilli lorsqu'il avait perquisitionné au PS. On lui avait dit vous vous comportez comme sous l'occupation nazie. Philippe Courroy a eu aussi des problèmes. On a enquêté sur sa vie privée. Enfin, je pense qu'il a manqué à Alphen, ce que dit parfaitement Eva Joly, une carapace de crocodile. Alphen poursuit pourtant son travail, mais il met en avant dans son livre des obstacles d'un autre ordre, comme en 1996 lorsque les policiers refusent de l'accompagner dans la perquisition qu'il mène chez les époux Tibéri. Dans son livre, il estime qu'on lui a mis des bâtons dans les roues et que son enquête a été sabotée. En fait, Alphen a surtout eu affaire à des avocats brillants qui à plusieurs reprises ont obtenu l'annulation d'une partie de son travail. Dans son livre, Alphen n'assume rien et fait porter le chapeau à la chambre d'instruction. Pourtant, d'autres de ses collègues se sont montrés plus compétents. Je constate simplement que dans ces procédures, ses collègues, Renaud Van Ruymbeck, d'une part, et Patrick Desmures, qui ont instruit également sur des affaires qui mettaient en cause le président de la République, n'ont pas été annulés. Voilà ce que je constate. Et il a commis beaucoup d'erreurs de procédure. Ces erreurs de procédure sont d'autant plus regrettables qu'elles portent préjudice à une enquête solide où des témoignages mettaient nommément en cause Jacques Chirac. Il y a eu un examen particulièrement scrupuleux et attentif des pièces de forme dans ce dossier par certains avocats de la défense, sans doute dans le souci d'éviter à leurs clients des ennuis ultérieurs, parce que l'enquête précisément du juge Alphen avait permis d'établir un certain nombre de vérités qui étaient particulièrement graves. Comme pour surmonter son échec personnel, le juge Alphen va poursuivre son combat en s'engageant en politique. Résultat, il a contribué à diviser la gauche en rejoignant Chevènement à défaut de s'entendre avec le PS. Bonjour madame, je suis avec Alphen. Or, en se présentant dans l'Essonne, contre le candidat de la gauche unie, il n'a réuni que 10% des voix. Mais surtout, en s'engageant à gauche, il a contribué à discréditer son travail d'instruction qui est maintenant aux mains d'un autre juge. Cet engagement politique, en tout cas, donnait du poids à tous ces détracteurs qui disaient que le travail du juge avait été partial, qu'il n'y avait eu qu'une seule volonté qui était d'abattre le président de la République, puisqu'en effet, à peine la robe posée et la plume posée également, le juge d'instruction allait battre les estrades pour expliquer l'importance de la corruption en France et la façon dont on lui avait nui. Éric Alphen, bonsoir. On doit dire, monsieur le juge, on doit dire quoi puisque vous êtes quoi? Rien, je sais pas, Éric Mais vous êtes Alphen, toujours juge? Je suis juge en disponibilité. En disponibilité, donc pour l'instant, vous êtes toujours vous avez toujours la fonction. Je suis toujours magistrat, Vous êtes mais je suis plus magistrat. en fonction. Hein. Ça veut dire que vous pouvez revenir, quand même? Ça veut dire que si je le veux un jour, C'est je vous pourrais qui revenir. décidez. Tout à fait. Rien ne peut il suffit de décider. Il suffit de demander une réintégration. Et elle est automatique. Elle est automatique, ouais. Bon, rassurez-vous, on ne va pas vous demander Cela d'imiter étant, Jacques justement, Chirac. c'est ce que j'allais vous dire. Je suis très déçu de ne pas avoir eu droit à l'imitation de Jacques Chirac. Ça y est, il va s'y mettre aussi. Pas vous, monsieur le juge. Pas vous, monsieur le juge. Juste une petite chose d'ailleurs, pourquoi on vous appelle toujours dans les articles le petit juge? Est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est... C'est né de l'affaire de Briand-en-Artois où il y avait Pascal qui était peut-être pas très grand, j'en sais rien, et c'était l'un des premiers à s'attaquer un peu au pouvoir ou en tout cas aux notables. Et on a trouvé assez symbolique de dire les grands notables et les petits juges. Mais c'est presque devenu un compliment maintenant. Vous faites quoi aujourd'hui donc, parce que donc, vous êtes en disponibilité, vous vivez quoi? Des droits d'auteur du livre? Et c'est pour ça qu'il sort en folio, histoire de les augmenter, vos droits d'auteur? Non, mais comme tout livre qui marche pas mal, il sort en prochain jour. Il n'y a pas lieu, je pense, d'avoir des critiques là-dessus. Je vis les droits d'auteur. C'est pas une critique, mais le fait qu'il y ait une postface, etc., on voit bien que vous voulez non, tout... mais c'est la collection. À chaque fois que dans le folio document, qui est une nouvelle collection, dès qu'ils ressortent un livre, ils font un rajout, une postface, une préface, une interview, etc. Donc c'est tout à fait Alors normal. vous vivez de quoi aujourd'hui? De mes droits d'auteur que je n'ai pas encore touchés, et puis j'ai... Ils vont s'élever à combien? Je sais pas, vous demanderez à... vous demanderez à De Noël. Vous imaginez combien vous en avez vendu de livres? On va vous aider dans le calcul. Environ 200 000. 200 000. Vous touchez combien par livre?
Bah, vous calculez. Mais pour calculer, il me faut quelques chiffres. Non, mais c'est environ 10% du prix de 10 francs du prix de généralement, vente, c'est mais par livre. Mais c'est hors taxe, donc... Normalement, c'est 10 francs à peu près par livre, hein, donc voilà, 2 millions je de sais francs. pas, oui, si vous voulez, si vous tenez absolument le calcul, oui. Ouais, Vous avez demandé à Patrick Bruel combien il allait toucher avec son million de disques? Non, j'ai échappé à cette question. mais non, mais Patrick Bruel, il travaille toujours alors que vous ne travaillez pas, donc on a Si, envie de je fais un autre travail, j'écris. Vous écrivez quoi, un roman? Il J'écris paiera beaucoup d'impôts aussi sur... Ah bah, il y a bien intérêt, ouais. J'écris des nouvelles, moins que vous peut-être. J'écris des nouvelles. Certainement. J'écris des nouvelles et puis j'essaye d'écrire pour le cinéma en espérant qu'un jour. Mais quoi, Votre sur le milieu des affaires? Le film verra le jour. Dans le Votre milieu histoire Non, non, pas mon histoire. Non, je suis Enfin, pas- l'histoire, un thriller politico. Vous verrez bien si ça sort un jour. Perry Mason. Laissons un peu de suspense. Est-ce qu'on vous a fait des propositions insensées de boulot, justement, depuis que vous êtes en disponibilité de la magistrature? Ouais, j'ai eu pas mal de propositions, mais Du genre j'entends dire que j'aime l'argent. J'aurais pu très bien travailler dans le privé, dans une société. Non, attendez, dans là, une grosse- très sérieusement, on vous dit Non, pas non, que vous aimez l'argent, on se demande non, non, simplement, mais vous arrêtez de travailler, Non, simplement, non, mais vous me parlez du poche, du nombre d'argent que ça va me faire, j'en sais rien. Vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent. Et quel type de boulot insensé et donc, on vous a proposé? on m'a proposé de travailler dans une société privée à gagner des sommes folles pour faire l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, à savoir conseiller les gens sur, soi-disant, les moyens d'éviter le blanchiment et en fait d'éviter de se faire prendre pour le blanchiment. Ça, je n'avais pas du tout envie. En gros, c'est officiel, quoi. C'est gros, des propositions qu'on fait, c'est un oui, métier puis il y a officiel qui existe. Des cabinets Ça. d'avocats pour faire des fusions-acquisitions, ce qui n'était pas non plus mon truc. Donc vous écrivez pour le cinéma. Je prends une sorte d'année sabbatique en me disant que peut-être on verra ce que ça donnera. Et le fait que vous ayez sorti ce livre avant les présidentielles, donc en dénonçant un certain nombre de choses, en disant, en les remédiatisant et en lui donnant une caisse de résonance aussi importante, et de voir que finalement, quand les Français mettent dans l'urne un bulletin, ça n'a servi à rien. Comment vous l'avez vécu? Dans mon livre, il y a marqué déjà que je me pose la question de savoir à quoi servent toutes ces affaires, et j'y réponds moi-même en disant que ça sert à rien. Rien du tout. Voilà, si Là, on appelle maintenant, vous avez vu, il y a la prime à la casserole, on dit. Faire prendre conscience un peu aux gens quel est l'état actuel de la société. Moi, je pense que les gens ont mis consciemment le bulletin de leur choix dans l'urne. C'est vrai que l'état actuel de la société, on parle des casseroles. Moi, j'étais assez choqué dernièrement de voir l'élection de Mélic. des hommes politiques de premier plan du PS aller soutenir Jacques Mélic, qui était quand même un ministre qui avait fait un faux témoignage pour soutenir un autre ministre du gouvernement. De voir que Roland Dumas demande à revenir au PS, de voir qu'Alain Carignan demande un bon d'entrée Mais ça veut à dire quoi, l'UMP. que vous baissez les bras et vous vous dites, il y a des problèmes. Vous baissez les bras et vous vous dites que ça sert finalement pas à grand Je ne chose. baisse pas les bras. La raison de mon engagement politique, c'était aussi peut-être pour essayer de faire passer ce message que personne n'a fait passer, à savoir, il faut peut-être un peu de morale en politique. Mais est-ce que vous êtes que d'accord pour dire que votre engagement politique aussi rapide, il a peut-être desservi votre cause? Oui, mais on n'est pas maître du tempo. Si, un peu quand même. Pas toujours, non. C'est-à-dire? On ne choisit pas toujours. Il se trouvait qu'à ce moment-là, il y avait des élections et je me suis dit, pourquoi pas y aller? C'est vrai que c'est peut-être une erreur. En même temps, j'ai acquis de l'expérience, j'ai découvert quelque chose que j'ignorais, un monde politique que je connaissais de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Mais sur la crédibilité de ce que vous dénonciez, sur la crédibilité de ce que vous dénonciez, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, on s'est dit à un moment donné que finalement, c'était tout ça à des vues électorales en tant que juge, je ne dénonçais rien. Moi, j'avais une affaire et j'ai essayé d'aller le plus loin possible. Bon, il se trouve que des gens s'en sont servis pour dénoncer des choses, mais ce n'était pas du tout mon but. Moi, j'ai essayé d'instruire quelque chose et d'aller vers la vérité. Bon, il se trouve qu'après, peut-être que j'avais un certain crédit, et je l'ai encore dans la rue, j'ai encore du crédit. On l'a vu au début de l'émission dans notre petit micro-trottoir. Sauf que le crédit, il sert à s'en servir, justement, à l'utiliser. Si on garde son crédit dans sa poche et qu'on le ressort dans 20 ans, à quoi ça sert? C'est vrai que j'ai une certaine popularité, je le dis sans forfanterie, c'est vrai, je l'ai. Vous la recherchiez? C'est ce que disent vos détracteurs. Vous avez vu le journaliste de l'Express qui a sorti ce livre. Il dit un juge assoiffé de mousse médiatique qui commet erreur sur erreur, qu'il déguise ensuite en fait d'armes. Il dit que vous avez saboté votre enquête en prenant trop de liberté avec le droit. Vous avez interviewé Gilles Guethner, qui a essayé pour le coup de se faire de l'argent en utilisant mon nom. Il a sorti un livre qui s'appelle « Monsieur Alphen, vous n'avez pas tout dit », sur lequel la couverture reproduisait exactement la couverture de mon livre. Vous n'avez pas tout dit, c'était 100 pages écrites très gros, dans lequel il n'y avait strictement rien. En tout cas, il vous fait cette critique-là. C'est normal qu'il me fasse des critiques, puisqu'il n'est pas content, de mon succès, et deux... c'est peut-être pas que là-dessus. Et deuxièmement, du fait que je n'ai jamais voulu le recevoir quand j'étais juge. C'est tout. Voilà.
absolument. Mais sur le fond de ce qu'il dit, est-ce que l'effet pense être médiatique, meilleur. la mousse médiatique, ce qui n'est pas en soi condamnable, quand vous étiez juge, on imagine ce que c'est le boulot d'un juge, c'est des dossiers, c'est quelque chose Quand qui n'est pas j'étais forcément juge, très est-ce que gratifiant. Vous m'avez vu une seule fois à la télé. Non, mais depuis, oui. Depuis oui, puisque je me suis un peu lancé dans l'arène politique. J'ai sorti mon livre, donc il fallait bien quand même aller dans quelques émissions. Et vous m'aviez invité, si je me souviens bien, à l'époque de la sortie Non, parce du livre. que J'étais pas venu. France 3 voulait... Vous aviez voulu m'inviter. Non, pas du tout. Non, peu importe. Non, je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que France 3 avait décidé, France Télévisions, où vous iriez vous exprimer, comme on était en campagne présidentielle. Toutes les émissions de télévision, ici, comme d'autres, ne pouvaient pas vous recevoir partout. Autrement, c'était votre parole contre celle de personne. Et donc, votre on ne vous a pas ouvert toutes les antennes de France Télévisions. Je me souviens que vous aviez eu des contacts avec l'attaché de poste de Noël. Peu importe. Mais bon, allez-y. Bon. Et je suis passé sur France 3 d'ailleurs. Enfin bref. À pièce en conviction avec Élise Lucet. Ouais. Eh ben alors, tout va bien. Oh. Mais cela étant, bon, d'abord, c'est pas la peine de je me trouve un peu agressé là. Bon. Je vous promets, je vous agresse Bon. pas. Ouais, bon. Vous voulez chanter Patrick et Jacques, ça me vous détendre. Vous voulez écouter Jacques Chirac? Vous voulez écouter Jacques Chirac? Non, mais j'attends je toujours sens cette pas- imitation. Mais je ne sens pas du tout agressé, mais je vous pose des questions sans arrière-pensée. Pendant que j'étais aucune. juge, j'ai toujours fait une différence entre une affaire qui est médiatisée et un juge qui est médiatique. J'ai toujours refusé tout, les interviews, les photos. D'ailleurs, des photographes me poursuivaient et j'ai toujours refusé d'être photographié ou d'être filmé. Bon, il se trouve qu'après, quand on sort un livre, évidemment, c'est un peu le deal qu'on passe avec l'éditeur. Il faut bien le faire savoir. de temps en temps passer dans les émissions qui parlent des livres. Mais est-ce que Alors vous là- aviez tout dit justement dans votre livre? Ce que vous reprochez ce journaliste? Est-ce que vous Non, avez non, le mais sentiment lui, d'avoir oui. tout dit dans Non, votre mais, livre? Attends, il me reproche ça, mais enfin, on va pas parler de Gilles Guesner tout le temps. On peut jamais tout dire. Moi, je suis soumis au secret d'instruction. Vous avez peur aussi de raconter des choses? Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas le droit, tout simplement. Mais est-ce que aussi vous avez peur? Puisque dans le livre, vous racontez dans la postface que vous avez subi des intimidations, que vous étiez mis sur écoute, qu'au moment de la sortie du livre, votre éditeur aussi. Est-ce que, à un moment donné, vous vous êtes dit, ça vaut peut-être pas le coup d'en balancer autant? Non, c'est presque trop. Non, si j'ai eu peur, c'est au moment de l'instruction. Je le raconte dans le livre aussi. Quand on descend dans un sous-sol d'un parking et qu'on éloigne ses enfants avant de monter dans la voiture parce qu'on a peur qu'au moment où on tourne la clé, quelque chose explose. Il y a Genre une bombe. Genre une bombe, par exemple. Non, parce qu'il faut... Il faut dire les choses, Laurent. Et donc, il y a un moment où on a peur, mais après, cette peur, je pense qu'on l'a vainc. Et je pense pas maintenant avoir peur. Qu'est-ce qui vous a laissé penser que vous étiez sur écoute? Parce que vous le dites effectivement Je dans le bouquin, vous je racontez. raconte un bon nombre d'exemples dans le livre qui montrent que... Oui, mais racontez-nous, vous parlez d'interruption de... non, mais quand vous êtes au téléphone et que vous entendez un troisième interlocuteur qui vient dans la conversation et qui vous parle... Genre une bombe. Genre... non, Genre, allô, double appel. Genre qui dit, putain, il n'y a plus de bande. C'est un con. Non, mais c'est presque trop gros. Est-ce que c'était pas une façon de vous signaler que vous étiez sur écoute? C'était peut-être quelqu'un qui voulait me le signaler. Qui voulait vous le évidemment, signaler. bien sûr, c'était peut-être. Quand on va dans le sous-sol d'un immeuble où habite une de mes proches et qu'on voit le casier dans lequel arrivent les fils de téléphone forcés, on se dit que c'est un moment où on est sous écoute. Et forcément, on devient parano à ce moment-là. On imagine que dès qu'on fait un pas... J'espère que c'est pas de la paranoïa. Non, c'est pas ce que je vous dis là. Là, ce soir un peu, mais autrement, non. Est-ce qu'on devient parano? Est-ce qu'à un moment donné, le moindre truc, on imagine qu'il y a quelque chose derrière? Non, j'espère que non. Est-ce que vous vous méfiez, vous, de tout le monde, à un moment? Est-ce que vous êtes méfié vraiment de votre entourage, de vos proches, de vos amis, Et de vouloir un peu aussi faire tout seul. C'est un peu ce qu'on vous a reproché d'autres confrères. Je crois le juge Jean-Pierre, c'est ça, Thierry Jean-Pierre disait que à un moment donné, vous êtes isolé beaucoup. Non, mais c'est la fonction qui isole. Tous les juges sont un peu seuls et à partir du moment où il y a des juges qui, parfois... d'après ce qu'on comprend, en tout cas quand on est de l'autre côté de l'univers médiatique, les juges peuvent travailler ensemble aussi. Non, mais... Laurence Wisniewski et Eva Joly, par exemple. Ça n'a pas toujours bien marché d'ailleurs. Non, mais c'est pas ce que je dis. Ça n'a pas toujours bien marché. Forcément, quand on a une affaire qui concerne le pouvoir en place, parce que, à part Jean-Pierre qui a eu le même problème que moi, tous les autres juges n'ont pas eu des affaires qui concernaient le pouvoir en place. Donc quand le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont des responsables anciens ou actuels du parti sur lequel on enquête, il est évident qu'on ne peut pas avoir entière confiance dans tous les policiers, notamment la hiérarchie policière. Et dans la magistrature? Dans la magistrature, il y a des gens qui ont pu prendre des décisions pour des raisons peut-être non juridiques. Là, dans la postface, vous racontez que vous aviez rencontré François Hollande et Arnaud Montebourg qui vous proposaient de prendre une circonscription, c'est ça pour les... Non, j'ai juste voulu corriger ce qu'avait dit François Hollande c'est-à-dire au moment où mon engagement chez Jean-Pierre Chevènement avait été su, à savoir
que j'étais allé le voir et qui m'avait conseillé d'aller voir ailleurs, de ne pas faire de la politique et que c'était trop tôt. Donc là, vous racontez, pour qu'on comprenne bien, là, vous racontez qu'en fait, il vous avait sollicité, on vous avait proposé un poste dans l'Essonne hein, et que Lionel Jospin... Non, pas dans l'Essonne. Haute-Seine, pardon. Haute-Seine. Ouais. Et c'est en face à Balkany, comme ça, c'était un symbole fort sur la corruption. Et que en fait, Lionel Jospin a refusé. Donc ça, c'est ce que vous racontez là. Hier, dans le Nouvel Observateur, ils disent il est gentil, le juge Alphen, mais on ne lui a jamais proposé ça. Non, c'est pas tout à fait ce que dit François Hollande quand vous lisez un peu... Entre les lignes, alors. Non, dans les lignes. Il dit effectivement, avait été évoqué la circonscription Clichy-Levallois parce que, dit-il, j'habitais à Clichy. Mais il conteste le fait d'en avoir parlé à Lionel Jospin. Attends, si vous permettez. D'une part... J'ai des tics de juge, moi, en fait, je me rends compte. Hein. C'est ça, c'est terrible. Mais c'est couper la parole. C'est comme les juges. C'est qu'il y a un côté très... J'aurais dû faire magistrat. En fait. Je sais pas. Non, pas sûr. Et donc, là, au début, il avait dit on lui a proposé absolument aucune circonscription. Objection. Maintenant, il est en train d'un peu d'évoluer en disant on a effectivement parlé de la circonscription de Clichy-Levallois. Mais on n'en a jamais parlé à Jospin. J'habite pas Clichy, hein, donc il s'est trompé. Peut-être que dans un an, on arrivera à la vérité du côté de François Hollande. En tout cas, donc, il ment hein, aujourd'hui, d'après vous. Il ne dit pas la vérité. Ouais. Il ment. C'est un peu pareil. on est d'accord. On va finir par se mettre d'accord. Donc finalement, à droite comme à gauche, il ment. Patron parle. Non, mais non, mais c'est pas vrai. Tout le monde ne ment pas. Tout le monde ne ment pas. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'à un Mon moment donné, client demande la parole. on va lui donner alors. Mais juste là-dessus, ça donne un peu cette impression-là. Le RPR, enfin, qui s'appelle le RPR jusqu'à demain, je crois. Demain, ça y est, ça rentre. C'est quoi cette histoire de Maison Bleue? C'était la proposition d'Alain Juppé. Non, mais je crois que c'est pas. Je crois qu'ils sont revenus sur leur. Non, c'est pas possible. Non, si. Mais enfin, demain, il n'y a plus de RPR, ça rentrait dans. Ça s'appelle la Maison Bleue. Non, c'est l'UMP qui doit devenir la Maison Bleue. Mais là, c'est le RPR qui, demain, est Ça intégré. vient l'UMP. Qui rentre dans l'UMP. On savait déjà. Non. Bon. Voilà. Tu vois comme quoi je peux me fermer ma gueule en Ouais, politique. ça serait bien. Vous allez me faire une imitation de Chirac de toute façon. Écoutez. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Écoutez. Mais ça donne. Donc, il y a tout ce que vous avez pu balancer sur le RPR. Là, vous nous dites quand même qu'à gauche, finalement, il manque. Sérieusement. François Hollande, c'est pas le dernier. Enfin, il le fait bien. Il faudrait qu'on en parle. Non, d'abord, j'ai pas balancé tout ce que j'ai pu sur le RPR. J'ai pas dit que vous avez balancé, j'ai dit que vous avez sorti les dossiers. Non. Et deuxièmement, sur ce point précis, je dis que je suis pas d'accord avec François Hollande et que pour moi, il ment. Oui, c'est tout. Mais je ne généralise pas. D'accord. Est-ce que vous avez reçu le soutien d'autres magistrats? Je crois qu'au moment où vous instruisiez l'affaire, tout le monde vous laissait tomber. Est-ce que là, depuis que vous êtes mis en disponibilité, vous avez un soutien avoué ou pas d'autres magistrats? Non, mais tout le monde ne me laissait pas tomber au moment où j'avais l'affaire, parce qu'il y a eu un certain moment, notamment le moment de l'affaire Schuyler-Maréchal, il y a eu un bon nombre de magistrats, d'ailleurs ça m'avait étonné. Oui, mais juste à ce moment-là, sur la fin, vous étiez un peu isolé quand même. C'était difficile, c'était il y a 7 ans et c'était difficile de ne pas vous soutenir à ce moment-là. C'était quand même flagrant. Et sur la fin, vous étiez assez isolé, même dans... Le procureur Weber demande la parole. T'as levé le doigt. Vous savez qu'il a joué le rôle justement, d'un juge. Je me suis rendu compte d'une chose en jouant donc le juge Rives, qui était un compromis entre Bruguière et Marceau, juge du terrorisme. Mais je me suis rendu compte d'une chose quand même, c'est que donc le juge est non seulement solitaire, mais est un des hommes qui a le plus de pouvoir en France et qui est un des moins bien payés par rapport à son travail. Dans la magistrature, un juge gagne très peu d'argent. 25 000 francs par mois. 25 000 francs bruts par mois. Voilà, moi on m'avait dit entre 25 et 28 000, voilà, c'est ça. Ce qui est quand même ridicule par rapport à certains chiffres d'avocats. Non, mais c'est vrai. Bon. Et maintenant que voilà le travail considérable qu'ils ont à faire, c'est vrai que c'est. Et maintenant que vous êtes dessaisi du dossier, est-ce que Jacques Chirac risque quelque chose encore? C'est quoi? Une fois qu'il sera plus près. Écoutez, là, il y a l'immunité, il est couvert par l'immunité. Il y a eu des arrêts de la Cour de cassation et un avis du Conseil constitutionnel qui indique que tant qu'il est président de la République, il est protégé par sa fonction. Et après? Donc il pourra éventuellement être poursuivi dans 5 ans. Sauf que dans 5 ans, les témoins auront peut-être disparu ou sont morts ou ont décidé il aura de des se problèmes taire. de santé, donc il va sortir très vite. Il aura peut-être des problèmes de santé comme Maurice Papon. C'est pas du même ordre. Voilà. Non, merci Patrick, parce que si je l'avais pas faite, celle-là, je me serais voulu. Donc on est bien d'accord. Certaines comparaisons qui C'était une connerie, ça. ne sont pas gaies. Il n'a jamais. Je parle pour mon témoin. Il n'a jamais. Il a juste fait une allusion. Non, je voulais pas comparer avec Maurice Papon, mais je voulais comparer avec le fait qu'il y a quelque part quand même en France une justice à deux vitesses et que Maurice Papon, qui est âgé, c'est vrai, sort de prison. Il y a plein d'autres condamnés qui sont âgés aussi quand il est sorti l'autre jour. et qui restent en prison, alors qu'effectivement il est sorti debout, alors que la définition de recrutement du grabataire, il avait une c'est veste d'être de allongé. chasse verte. Il avait pas l'air si en forme que ça, parce que moi je l'aurais pas mis sa veste. Hein.
Pour terminer, Éric Alphen, pour terminer, quand vous l'avez appelé, Jacques Chirac, à venir témoigner, vous saviez qu'il n'allait jamais le faire. C'était juste une façon de médiatiser le dossier, non? Je pense qu'il avait déjà été médiatisé, comme vous l'avez oui, mais tout à l'heure. là, c'était, vous disiez que vous le pensiez sportif. Ça me paraissait normal, à partir du moment où il y avait des questions à lui poser, de faire comme j'aurais fait dans d'autres dossiers, à savoir de le convoquer. Rien à voir avec une provocation. Je ne l'ai pas convoqué comme mise en examen, je l'ai convoqué comme témoin, il avait des choses à dire. Même pas comme témoin assisté, hein, comme témoin simple. Je pense qu'il avait, en tout cas, on avait des questions à lui poser. Maintenant, quant à savoir s'il allait venir ou pas, je me disais qu'effectivement, il y avait de grandes chances qu'il ne vienne pas, mais que peut-être, par souci de respecter les juges de la République, il aurait pu décider de venir. Bon, si vous le dites. Merci. Ça sort en folio.